Salut à tous, merci d'être avec nous pour votre émission Foot 100% web dans la région des Hauts-de-France. Merci à vous, partagez ce live, on est ensemble pendant 45 minutes, le temps d'une mi-temps. Et sur le terrain ce soir, Joël Dominguetti, rédacteur en chef adjoint journal d'équipe. Salut Joël, tu parlais de Lille coule vers la Ligue 2 en silence. Pourtant ça fait du bruit quand même, non? Pas assez? Pas beaucoup dans le stade déjà, parce que c'est huis clos, et puis pas beaucoup au niveau des dirigeants politiques qui ne disent rien, qui ne font pas grand-chose, et l'institution est en péril, donc il faut faire quelque chose, sportivement d'abord et économiquement après. Et on en parle de cette défaite du LOSC face à Amiens, c'était dimanche après-midi. Florian Soudin du site Planète Lille est avec nous. Salut Florian. Salut. Alors toi, tu y allais aussi, la saison de la honte, vous écriviez, toi et tes collègues, Oui. C'était samedi. C'est vraiment ça pour toi? La saison de la honte, la saison de la peur surtout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer là jusqu'à la fin de saison. Je pense que l'ensemble des supporters sont inquiets de l'avenir du club. Certes, il y a peut-être une descente en Ligue 2, mais même aussi une descente peut-être encore plus loin, une fermeture du club professionnel. Donc vraiment un stress, un gros stress du club. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité aussi à marquer le coup. Supporter de Lille cette année. Salut Jean-Marc. Jean-Marc Devray, journaliste à France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tu as déjà vu ça dans ta carrière de journaliste sportif, Jean-Marc, une telle saison? Oui, je l'évoquais l'autre fois, ça me rappelle la saison de Lens, il y a 10 ans, à l'époque de Giroud. C'était à peu près les mêmes symptômes et on connaît le résultat. Emmanuel Magdelaine, rédacteur en chef France 3 Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Stat, alors est-ce que Lille peut s'en sortir avec les stats? Tu veux une stat du LOSC? Là, on en est à peu près 6 chances sur 10 de descendre en Ligue 2. Voilà, ça, c'est ce que disent les stats sur les 20 dernières années. Quand on en est à ce niveau de points et ce niveau de classement à ce moment de la saison, voilà, c'est 6 chances sur 10. Ça augmente de journée en journée, évidemment. C'est beaucoup, 6 chances sur 10 quand même. Allez, dites ce que vous en pensez, partagez ce live, c'est votre émission, à vous internautes qui nous suivez sur notre site et sur notre page Facebook. Émilie Moncho est avec nous aussi en duplex de nos studios d'Amiens. Salut Émilie. Salut à tous. En Picardie, tu y étais au match évidemment au stade Pierre-Mauroy dimanche après-midi comme beaucoup ici. Dis-nous ce que tu as ressenti. On va voir une image que l'on va mettre, cette image du stade de Pierre-Mauroy à huis clos, image impressionnante, pas de bruit, c'est du rarement vu quand même ici, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du LOSC. Dis-nous ce que tu as ressenti Émilie dans les tribunes de presse. C'était un peu particulier, surtout que moi j'étais jamais venue au stade Pierre-Mauroy plein, donc du coup on a l'impression de ne pas être dans un vrai stade, dans un vrai match de Ligue 1. C'était un petit peu particulier, surtout qu'en plus le toit était fermé, donc on avait vraiment l'impression de se retrouver dans un match de futsal, un entraînement en fait entre les joueurs. Il y avait vraiment aucun bruit, et puis c'était surtout au moment des protocoles en fait que c'était le plus bizarre, parce qu'on avait la musique qui était à fond et d'un coup elle se baissait et puis plus rien du tout, donc c'était assez particulier. Même au moment de la minute de silence en l'honneur du gendarme Beltrame, on n'a pas su trop quand la minute de silence a commencé, puisque c'était déjà silencieux à l'intérieur du stade. Et puis après les joueurs ont un petit peu joué avec ce non-public. Je me souviens d'avoir vu Thomas Monconduit qui rentre sur le terrain d'échauffement et puis il applaudit le faux public. Enfin, c'était assez particulier et assez étrange d'assister à ce match sans personne en fait. Oui, Émilie, tu as été avec Jean-Louis Crossi aussi ce dimanche après-midi à Lille. Tu as rencontré des joueurs d'Amiens, parce que les joueurs d'Amiens, eux, viennent en conférence de presse. Comment ont-ils réagi après ce match, Émilie? Globalement, ils ont tous dit que ce sont des joueurs professionnels, donc eux, qu'il y ait du public ou pas, ils s'adaptent à la situation, mais ils ont tous noté que c'était particulier, c'était bizarre, et qu'ils n'ont pas forcément aimé jouer dans ce genre de conditions, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est jouer avec le public, justement jouer avec une enceinte de 50 000 places, de 50 000 personnes. Christophe Pélissier l'a d'ailleurs dit, pour lui, c'était pas forcément très agréable de jouer ce match sans personne, alors que lui, l'objectif, c'est de faire vibrer les gens, faire vibrer les cœurs. Mais bon, globalement, ils ont tous dit, on s'est adapté à la situation, quoi. On en était loin. Jean-Marc, tu y étais évidemment au match. Tu m'as dit des choses. Tu entendais plus les joueurs d'Amiens parler et pas ceux du LOSC. C'était tout à fait évident. D'un côté, on sentait des joueurs qui communiquent entre eux, qui ont l'habitude de se battre et donc qui se donner des conseils, éventuellement des reproches. Et en face, une équipe qui ne parlait absolument pas, des joueurs qui ne communiquaient absolument pas, même pas pour s'engueuler. On n'entendait que Galtier. Voilà, on n'entendait que Galtier qui en plus
et essayer de ne pas faire passer trop de consignes trop précises par rapport à Christophe Pélissier, bien entendu, mais c'était flagrant sur le terrain. J'avais déjà évoqué, je me demande déjà, mais en quelle langue peuvent communiquer les joueurs du LOSC? La réponse est simple, ils ne communiquent pas. Messieurs, je vous entends là-dessus. Qui fait avantager, à votre avis? Manu, toi? Qui a été avantagé Avec pendant ce ce match? Je crois qu'il n'y avait pas un avantage particulier. C'est la même situation pour les deux. Voilà, le LOSC a perdu je ne sais plus combien de matchs cette année au stade Pierre-Mauroy, donc on ne peut pas dire que c'est ça, que c'est quand il y a du public que le LOSC gagne. Donc non, pour moi, ça n'avait pas d'influence directe sur le résultat. C'est dur à gérer pour les deux équipes. Voilà, donc pour moi, c'est comme s'il pleut sur Paris-Roubaix, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Moi, j'ai vécu un peu comme une Madrid de Lille sans moule frites. Sincèrement, c'est un match sans saveur. Non, mais c'est important de le dire, c'est qu'un match de football sans ses supporters, c'est pas un match de football. Dans le football professionnel, ce qui est important, c'est l'ensemble des entités du club, et c'est aussi les supporters qui sont présents au stade. Et voir un match sans supporters, sincèrement, ça perd son charme. Et après, là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça confirme aussi des faits, le fait que les joueurs ne s'entendent pas, ne communiquent pas. On l'a bien vu pendant le match, les Amiénois communiquaient, mais pas les Lillois, quoi. Joël, c'est pas fini peut-être? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres sanctions de ce type pour le LOSC? En tout cas, la décision est en examen. Donc c'était une première déjà, je trouve, très très brutale pour le LOSC, qui ne méritait pas un huis clos total, méritait éventuellement la fermeture de la tribune basse des supporters, mais pas un huis clos. Ce qui prouve qu'il y a un manque de représentativité et de poids dans les instances. Et puis, moi, je dirais quand même que ça a avantagé Amiens en fin de rencontre, parce que quand le LOSC a essayé de revenir, c'est créer des occasions. Ce club manque de réussite, ça va vraiment pas. Il aurait dû avoir un penalty. Peut-être que la présence du public aurait donné ce supplément d'âme pour égaliser. Voilà. Alors évidemment, c'est des hypothèses, mais c'est mon ressenti. Émilie, tu es d'accord avec Joël? Est-ce que, selon toi, ça a favorisé, entre guillemets, Amiens ou pas? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça a plus favorisé Lille justement sur cette fin de partie parce que après le but amiénois, je ne suis pas sûre que les supporters lillois auraient supporté leur équipe vu la situation. Je me demande s'ils n'auraient pas plus sifflé leurs joueurs et du coup, ça aurait mis encore plus de pression. Et même au début de match, est-ce que les joueurs lillois n'auraient pas eu encore plus de pression vu ce qui s'était passé? Est-ce qu'ils auraient été aussi libérés, entre guillemets, en fin de première période et en fin de deuxième période? En première période, ils ont été tous sauf libérés. Ils ont fait 5 bonnes dernières minutes de la première période où là, ils sont enfin sortis. Ils ont eu 2 occasions nettes. Mais pour la première période, ils étaient très inhibés, ils jouaient très bas et il y avait peu de solidarité entre eux. Et justement, c'est Amiens qui était une vraie équipe sur le terrain, au contraire du LOSC. Donc je pense que la présence du public, tout du moins en première période, n'aura pas forcément été négative pour le LOSC. Et je suis toujours sur la ligne que cette équipe aurait éventuellement pu revenir au score si elle avait été portée par son public. Parce qu'à un moment, il faut bien que quand on parle d'union sacrée, ça se concrétise et que peut-être les spectateurs les auraient suivis. Émilie, avant de te quitter, parce que je sais que tu as du boulot cet après-midi, on va en parler tout à l'heure. Tu le sens bien, le maintien d'Amiens, là? On va en parler tout à l'heure avec nos invités. Ils ont fait ce qu'il fallait hier, mais pour moi, c'est pas encore terminé parce que le calendrier d'Amiens, il est quand même hyper compliqué. Il y a Lyon, Monaco, le Paris Saint-Germain et Marseille. Donc les 4 premiers dans les 7 derniers matchs. Donc ça va être hyper compliqué. Et en plus, ils vont se déplacer face à ces clubs-là, sauf contre le PSG. Mais bon, recevoir le PSG, c'est pas un cadeau non plus. Donc il faudra qu'ils soient hyper concentrés sur les 3 matchs qui restent, Caen, Strasbourg et Metz, qui vont recevoir. Donc c'est pas gagné, mais ils sont sur la bonne voie, on va dire. Merci Émilie, on te laisse repartir et quand tu veux à Lille pour le 45 minutes. Tu vas laisser ta place à Rachid Toisy du Courrier Picard qui va nous rejoindre, Rachid. Et on va voir ce but, messieurs, le seul but du dimanche après-midi. C'était à la 51e minute. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus parce que tout part d'une touche entre guillemets un peu foireuse. Manu, tu es d'accord avec moi? Carrément. Grosse erreur d'Alonso, une fausse touche. Hélas, Joël, est-ce que ce but est symbolique un peu de ce qui se passe au LOSC cette année, selon toi? Je ne sais pas. La touche de Benzia, elle est ratée, mais Ballo-Touré, s'il appuie sa passe, il n'y a pas de danger. S'il appuie sa passe vers Maignan, il n'y a pas de danger. Et Alonso, si il ne sait pas que Ballo-Touré n'appuie pas sa passe, il ne tente pas de garder le ballon et de gagner son duel qu'il perd. Parce que, à un moment, il dégage. Il est plutôt dans le professionnalisme. Et puis enfin, si Maignan ferme son premier poteau, il ne prend pas forcément le but au premier poteau. Donc c'est 4 erreurs, mais ce sont des faits de jeu. Voilà.
Pour moi, c'est à l'image de cette saison, sincèrement. Cette action, c'est un loupé. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre à chaque fois. Là, c'est le défenseur. Parfois, c'est Magnan. Après, c'est les attaquants qui ne finalisent pas. C'est à l'image de notre saison, sincèrement. Il y a toujours un raté. Il y a toujours quelque chose qui se passe mal. Et là, la preuve encore hier sur ce loupé, sur cette touche de Benzia. Alors on va voir, on passe au thème Amiens peut-il se sauver maintenant après cette victoire, Jean-Marc? On va regarder le classement d'Amiens. Amiens, vous le voyez, est 15e avec 34 points, juste devant 3 à 6 points de 3. Pour toi, Jean-Marc, est-ce qu'Amiens a fait un grand pas vers le maintien là hier? Oui, un grand pas, incontestablement, hein, puisque on estime maintenant que le niveau du maintien se situera plutôt à 40 points qu'à 42. Donc il reste encore 6 points à prendre, soit 2 victoires, bien entendu. Cela dit, effectivement, comme l'a rappelé Émilie, le calendrier est extrêmement difficile. Et Christophe Pélissier lui-même, en conférence de presse hier, a bien mis le bémol en disant attention, ces 6 points, il va falloir aller les chercher. Et en Ligue 1, c'est pas évident. Alors on a des messages sur la page Facebook. Philippe Henlin nous dit allez Amiens jusqu'au bout, le maintien se rapproche. Grégory Gravino nous dit le maintien est proche, bravo Amiens. Et Martial Blanchon nous dit bravo à cette équipe. Manu, on avait mis un sondage cet après-midi, une consultation sur la page Facebook. Regardez, on posait la question Amiens peut-il se maintenir en Ligue 1? 38% disent c'est bien parti, 62% disent restons très prudents. Messieurs, à vous de jouer. Le problème d'Amiens, c'est que c'est une équipe qui est programmée pour être solide, pour être solidaire. Il y a un joueur de talent dans cette équipe, de grand talent, c'est Kakuta. On voit bien qu'il magnifie le jeu. Ensuite, il y a une efficacité assez clinique. Mais quand il faut faire le jeu, et donc à domicile, c'est plus compliqué. Et ça va se jouer contre Caen, Strasbourg, Metz, à domicile, qui sont des matchs où il va falloir un peu plus se découvrir et non pas être dans le bloc comme ils ont fait à Lille. C'est dans cette capacité à transformer leurs occasions, à être bons peut-être sur coup de pied arrêté. Ils ont été très bons contre l'OS, ils n'ont pas marqué, mais ils ont eu plusieurs opportunités. C'est dans ce déclic contre des adversaires directs qui vont pouvoir obtenir leur maintien, mais ils ont déjà virtuellement 7 points d'avance sur le LOSC, puisqu'il y a la différence de but qui est largement favorable, et c'est 6 points. Donc c'est quand même bien parti. Rachid, tu es avec nous à Amiens? Ouais, salut. Salut Rachid Toisy du Courrier Picard. Merci d'être avec nous, Rachid. C'était samedi, je crois. Tu titrais dans le Courrier Picard. À vous de jouer en t'adressant aux joueurs d'Amiens. Contrat rempli pour eux, là. Oui, oui, mais pour être très sincèrement, au vu du match, je pense que Lille, un nul n'aura pas été immérité pour Lille, sincèrement. Vu le nombre d'occasions, 2 arrêts de Gürtner dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps, 2 frappes sur le poteau, et à côté de ça, les Amiénois ont eu des occasions en début de première mi-temps. Je pense qu'un nul aurait plus reflété le match. Pour toi, le maintien n'est pas encore assuré? Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Non. 6 points, il faut aller les chercher, les 6 points. Hein. Je pense que ce sera aussi à domicile. Et à domicile, tu vas recevoir Caen qui vient de se faire taper. Tu vas recevoir Strasbourg. Alors là, n'en parlons pas, c'est le classico. Hein, les 2 équipes, les 2 clubs, c'est je t'aime, moi non plus. Et enfin, tu vas finir par Metz, dont certains joueurs vont vouloir forcément se faire voir pour rebondir dans d'autres clubs. Donc, c'est vraiment pas acquis. Je suis assez d'accord avec votre sondage. Manu? Après, c'est vrai qu'il faut se méfier des matchs comme Lyon, Marseille, je mets à part peut-être PSG. Mais voilà, arracher un nul, on l'a vu d'ailleurs au match aller face à Lyon, ils ont failli le faire. Voilà. Donc, c'est pas forcément non plus que contre les plus petites équipes qui sont en bas de championnat que ça va se jouer. En revanche, il y a un truc quand même qui est important, c'est qu'on l'a dit, mais plein de fois qu'Amiens était programmé pour jouer le maintien et tout ça. Et j'ai envie de dire, on le disait parce que ça se dit dans le foot, parce qu'on sait qu'une équipe qui vient de Ligue 2, forcément, elle se met dans cet état d'esprit. Mais je trouve que hier, on l'a vraiment vu sur le terrain, ça. C'est quelque chose qu'on a pu palper vraiment. Oui, une équipe qui n'a pas un talent extraordinaire, mais qui réussit à venir gagner 1-0 à Lille, alors qu'ils ont eu moins d'occasions, ils ont eu moins de situations chaudes. Donc ça montre bien que cet état d'esprit, s'ils le gardent jusqu'au bout, il y a eu des hauts et des bas dans leur saison, mais cet état d'esprit, il est quand même toujours resté. Moi, je pense que les 6 points, ils vont aller les chercher. Il reste quand même 7 matchs, 6 points, ça paraît pas impossible.
au vu de ce qu'on a vu hier au Stade Pierre-Mauroy. Jean-Marc, tu l'as senti là, ce que dit Manu? C'est vraiment une équipe qui est programmée pour se sauver, donc qui est prête, et pas le LOSC? Ah, tout à fait. Là, on a eu vraiment une opposition de style très claire. Effectivement, une équipe qui a envie, qui défend sa peau, et puis l'autre qui ne réalise toujours pas l'enjeu de la compétition et le danger dans lequel ils sont. La situation sont claires. Et effectivement, le huis clos, déjà, nous l'a fait un peu plus remarquer en voyant un petit peu les réactions des joueurs d'un côté comme de l'autre. On va écouter les réactions recueillies par Jean-Louis Crossier et Émilie Monchot de Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens, et de Thomas Mauconduit, qui était avec nous il y a quelques semaines sur ce plateau. On écoute. Avec 34 points, j'ai jamais vu un club se maintenir en Ligue 1 avec 34 points. Quand on sait le calendrier qui nous attend sur les 7 derniers matchs, on a fait un pas important, on a pris des points, mais il y a beaucoup de travail à faire. On doit se déplacer à Lyon, on doit se déplacer à Monaco, on doit se déplacer à Marseille, on doit recevoir Paris. Croyez-moi, je cherche les points et voilà, donc on a un match déjà qui nous attend contre Caen la semaine prochaine, important. On aura la réception après de Strasbourg, de Metz. On dit depuis le début que le maintien va se jouer à la maison. Sur les 3 matchs, puisque bon, je mets celui de Paris un peu à côté, mais sur ces 3 matchs-là, on sait que il faut quand même qu'on prenne des points sur ces 3 matchs, c'est encore plus d'actualité. Il reste 7 matchs, on a 34 points, il faudra encore prendre 6 ou 7 points pour se maintenir. C'est quand même un grand pas vers le maintien? Non, enfin, absolument pas. Si on se dit ça, je pense que les 7 prochains matchs, on va les aborder de la mauvaise manière. Donc au contraire, on a à cœur d'encore aller prendre des points pour se maintenir le plus rapidement possible. Rachid, clairement, c'est le mot prudence là, du côté d'Amiens. Ils ont raison. Hein. Pour moi, c'est pas un grand pas vers le maintien, c'est un petit pas vers le maintien. Et en pensant un petit peu à Lille, Lille peut toujours être barragiste. Hein. Je veux dire, il y a que deux équipes qui descendent et la troisième joue des barrages. Donc, prendre 6 points sur les 3 matchs à domicile, attention, vous avez vu les adversaires. Hein. Sincèrement, moi, je suis très, très, très prudent. Hein. Joël, quand tu vois ils reçoivent Caen, donc ils vont à Lyon, reçoivent Strasbourg, Monaco, PSG, Metz et l'OM, c'est loin d'être gagné hein, pour Amiens. Là. Oui, enfin bon, moi je ne vais pas épouser le discours prudent et logique de Pélissier et de ses joueurs. C'est là où on voit que c'est une vraie équipe, puisqu'ils ont tous un discours uniforme, ils ont tous dans la même idée. Et de toute façon, ça leur a réussi, ce mélange d'humilité et on va dire de combativité depuis le début de saison. Donc ils sont dans leur registre, ils sont dans leur idée, et je les vois quand même se maintenir. Et je pense que 3 est plus en danger qu'Amiens aujourd'hui. Après, évidemment, les matchs, il faut les gagner. Florian, quand on entend ça, c'est Jean-Marc qui le dit aussi, il y a une équipe qui est prête mentalement et une autre qui est, c'est trop jeune et ils n'ont pas conscience de l'enjeu. Trop jeune, et je pense aussi qu'ils ont déjà la tête à l'année prochaine, sincèrement, et la moitié des joueurs savent qu'ils ne seront plus au LOSC aussi l'année prochaine, et donc un maintien pour Lille, c'est un peu d'intérêt pour eux, sincèrement. Je pense que même en termes d'éthique, je pense que même la morale, je pense que ces joueurs ne l'ont pas, sincèrement, ça se sent. Et donc quand on constate une équipe d'Amiens hier et une équipe lilloise, sur le terrain, on le sent que Amiens souhaite se sauver et tenir la corde pour rester en Ligue 1, alors que Lille, sincèrement, sur le terrain, on ne voit rien, quoi. Amiens a quand même pris ce match-là, il était vraiment très important. Imaginez le scénario inverse. Là, on pourrait être un peu inquiet pour Amiens. Mais il y a Lille, mais il y a Troyes aussi. Si vous avez regardé le calendrier de Troyes, ils jouent Marseille, ils jouent Lyon, ils jouent Monaco. Donc ils ont quasiment, on va dire, le même calendrier qu'Amiens. Et ils sont, à mon sens, beaucoup moins bien armés. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, effectivement, les joueurs, ils restent prudents et tout, mais franchement, moi, je préfère être dans la situation d'Amiens aujourd'hui que celle de Troyes ou de Lille. Parce que bon, on met à part Metz, donc en gros, ça se joue entre Troyes et le LOSC et peut-être une ou deux autres équipes, mais Amiens est quand même maintenant passé dans une autre catégorie pour moi. Et Joël, tu le rappelles dans l'équipe, Amiens n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs de Ligue 1. C'est des chiffres qui plaident dans leur faveur, ça, clairement. Mais non, puis en plus, c'est le bourreau du LOSC. Donc, concrètement, si on regarde bien ce qui s'est passé, c'est le premier match qui aurait dû être sans doute, en tout cas, c'était bien parti, remporté par le LOSC, qui est la tribune qui malheureusement cède et tout ce qui s'est passé avec les supporters lillois. Le match est rejoué, ils prennent une rouste, 3-0 net sans bavure, Bielsa est viré. Et là, ils recreusent la tombe du LOSC à domicile. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi des signes.
Dans les saisons, il y a des équipes qui ont de la réussite, d'autres qui savent aussi aller la chercher. Et je pense qu'Amiens est en train d'aller chercher le maintien, alors que, je vous le rappelle, en tout début de saison, puisqu'ils étaient montés à la 96e minute, tout le monde pensait qu'Amiens ne ferait que l'ascenseur. Et finalement, Pélissier, puisque c'est quelqu'un qui est monté 4 fois sur les 5 dernières saisons, est en train de montrer qu'il a non seulement la compétence, mais que c'est un très bon entraîneur pour magnifier, pour obtenir 100% de son effectif. Rachid, c'est vrai ce que dit Joël, on était loin d'imaginer ce genre de scénario en août dernier. Hein. Non, c'est inimaginable ce que cette équipe amiénoise vit depuis deux saisons, voire 3 saisons, avec Christophe Pélissier comme entraîneur. Ce qu'il ne faut pas oublier hier, c'est qu'il y a eu un changement tactique et je pense qu'il l'a gagné aussi au coaching. Il a replacé Kakuta derrière l'attaquant, c'est là où il est le meilleur, Kakuta. Et plutôt que de jouer en 4-4-2, il a joué en 4-2-3-1 et c'est ce qui a fait aussi un petit peu la différence. Par contre, je reste prudent, un peu à l'image de l'équipe. Attention, ça va vite au foot, hein, ça va vite. Moi, franchement, je suis pas si optimiste que vous. Hein. On a fait un petit pas, mais pas un grand pas. Joël, tu veux dire un truc? C'est bien, Rachid, c'est conforme à Christophe Pélissier, c'est bien. Non, il a aussi bloqué le couloir droit de Lille, puisque c'est, à mon avis, de là que pouvait venir le plus gros danger. Ça a failli être le cas en fin de première période, mais sa tactique à Pélissier a été extrêmement pertinente. On va écouter un entraîneur. Il y a Christophe Pélissier à Amiens qui souffle après ce match, même si ça va être dur la fin. Et il y a Christophe Galtier. On va l'écouter au micro d'Emmanuel Kinard et de toi, Jean-Marc. C'était hier après-midi. Écoutez Christophe Galtier sur ces fameuses 24 heures qu'il se donne maintenant. Écoutez-le. De la colère froide. Et aussi... un gros sentiment, une grande réflexion que l'on doit avoir d'ici les 24 heures pour savoir si les choses peuvent continuer comme ça. C'est nous, ce que j'ai dit aussi aux joueurs, nous les entraîneurs, nous le staff technique, les staffs techniques, nous le médical, mais vous aussi les joueurs. Les seuls responsables sont là. Voilà. Donc je me permets d'avoir et de prendre 24 heures pour bien faire le point avec... à la fois mon staff technique, mon staff médical, mais aussi la direction du club. Jean-Marc qui était lors de cette conférence de presse, ça veut dire quoi? Je vous donne 24 heures. Qu'est-ce qui peut se passer là? C'est la question que se posaient tous les journalistes. Alors, le premier à avoir ouvertement posé cette question, c'est notre ami Hervé Veug, qui lui a demandé « ça veut dire que tu vas démissionner ?» Clairement, il a démenti. Mais donc voilà, c'est une hypothèse écartée. Et l'autre, et après, dans le courant de la conférence de presse, il a dit il me reste encore 1 ou 2 leviers à actionner, donc je garde le secret. Mais voilà, on sait qu'il va parler aux dirigeants. Alors pour demander quoi, c'est toute la question. Une précision quand même sur Canal+. Donc c'était pas la conférence de presse, mais en duplex avec Canal. On lui a posé la même question est-ce que tu vas démissionner? Et il a répondu j'aurai une discussion dans ce sens-là dans les 48 heures. Enfin, on lui a demandé s'il serait l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. La saison prochaine. Une nuance quand même. La saison prochaine. Oui, mais ce qui est déjà pour moi totalement indécent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la survie sportive du club. Avant de parler de la survie économique, si on aborde le sujet de Galtier, pour moi, c'est totalement déplacé. Donc déjà, le fait de répondre à cette question, déjà pour moi, est totalement indécent. Ouais, mais donc Joël, il y a peut-être un lien entre ces deux réponses. Il dit je me donne 24 heures et à Canal, il dit je me donne 48 heures. Alors certes sur 2 questions différentes, mais quand même ça veut dire que il se pose des questions. Est-ce que ça veut dire il va proposer quelque chose à la direction, je sais pas, d'écarter des joueurs ou quelque chose comme ça? Il se pose des questions depuis qu'il est arrivé au LOSC, de toute façon, dès le premier jour, et il s'en posait encore plus pendant le mois de janvier, parce que je suis persuadé que s'il y avait eu plus de départs que le seul départ de Terrier, je ne suis pas sûr qu'il serait resté entraîneur du LOSC. Déjà, premier point. Mais après, il faut se méfier des effets d'annonce, parce que annoncer qu'on a 24 heures, 48 heures de réflexion, c'est bien, mais il faut voir concrètement ce qu'il est en mesure de faire et quels sont les leviers. Or, les leviers sont extrêmement faibles. Les leviers, c'est d'écarter des joueurs et d'avoir l'aval de la direction, parce que ces joueurs sont des valeurs marchandes. On sait très bien qu'une des clés du prochain marché estival, en tout cas du passage devant la NCG, de l'intersaison, ce sera combien on va pouvoir tirer des ventes de joueurs pour abaisser
l'endettement et puis aussi pour valoriser les actifs. Or, il y a certains actifs qui sont des joueurs majeurs, en tout cas dans l'idée de ceux qui ont prêté de l'argent à Gérard Lopez, c'est par exemple Thiago Mendes. Donc je pense que ce qu'il essaye d'obtenir vis-à-vis de son groupe, mais également de ses dirigeants, c'est l'opportunité d'écarter ces joueurs qu'il considère qu'ils n'ont ni l'esprit, ni la possibilité avec eux de gagner la 18e place pour faire barragiste. Et dans un deuxième temps, effectivement, c'est d'écarter d'autres joueurs qui sont peut-être moins valeur marchande, mais qui peut-être ne sont pas suffisamment bons selon lui. Je pense à Mike Maignan. Ouais, mais ça veut dire qu'il propose d'écarter des joueurs. Si la direction ne le suit pas, il se passe quoi? Alors, il a dit que c'était d'abord l'avis des joueurs qu'il attendait. Parce que je pense qu'à un moment, dans la situation où le LOSC est actuellement, je crois que l'entraîneur a tout pouvoir. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'il a essayé de savoir si on pouvait se séparer de Mendes pendant le mercato d'hiver et qu'on lui a dit non. Parce que Elliott a dit non. Elliott sait très bien qu'une des valeurs marchandes, on ne peut pas s'en séparer avec le montant des emprunts qui ont été contractés. Donc là, concrètement, il va déjà voir si son vestiaire est fédéré. C'est un meneur d'hommes, Galtier, mais c'est aussi un très bon communicant. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'il est suivi par les joueurs? Et s'il est suivi par les joueurs, il ira au bout de ses idées. Parce que de toute façon, lui, effectivement, il veut sauver le club. Et c'est encore possible, bien sûr. D'abord, je pense qu'ils peuvent être barragistes au détriment de Troyes. Et voilà, et rien n'est perdu. C'est ça qu'il faut dire quand même. Rachid, vu de Picardie, on parle de leviers ici, à ton avis, quels peuvent être les leviers d'un entraîneur comme Christophe Galtier là? Écoutez, moi j'ai revu sa conférence de presse 2 ou 3 fois. Alors vu de Picardie, ça n'engage que moi, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un acteur, un grand numéro. Sincèrement, ça m'a donné l'impression qu'il commençait déjà à ouvrir le parachute et qu'il prépare déjà son départ. Voilà, je vous le dis tout de go. Moi, je ne comprends pas l'idée de se séparer de joueurs. Ça va servir à quoi de se séparer de joueurs? Je ne comprends pas. D'écarter des joueurs, pourquoi faire? Un entraîneur, c'est là pour fédérer. Dans la situation où il est là pour fédérer, pour sublimer ses joueurs. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut m'expliquer pourquoi il va se séparer de joueurs. J'arrive pas à comprendre. Eh ben, moi, je vais vous expliquer. On peut se séparer de joueurs quand ils ne sont pas dans l'esprit, qu'on n'a pas besoin de joueurs talentueux, mais de joueurs qui sont dans l'esprit pour arracher le maintien. Voilà, tout simplement. Qui est dans l'esprit. Après, il a qui pour remplacer? Mais ceux qui étaient au stade Pierre-Mauroy ont quand même vu des joueurs qui n'étaient pas impliqués dans le repli défensif, dans la solidarité, dans l'esprit. Quand on engueule son partenaire, c'est qu'on n'est pas dans l'esprit. Donc, je pense qu'à un moment, on n'a pas besoin de si grands talents supposés pour se maintenir. On a besoin de joueurs qui, comme Amiens, à un moment, c'est des expressions peut-être convenues, mais qui sont tout à fait conformes à ce qu'on attend du LOSC, qui mouille le maillot, point barre. Et quand on a vu que Dabila est revenu dans l'axe, et c'est son poste de prédilection, bah, le jeune Dabila, il a fait son match, il n'était pas si mauvais que ça, et peut-être qu'on va pouvoir, avec des jeunes et des joueurs qui veulent s'en sortir, réussir à obtenir le maintien. Non, Jean-Bart, je vous entends là-dessus. Là. Moi, je rejoins Joël, c'est une question d'envie, et l'envie sur un terrain, c'est important. La moitié de ces joueurs, comme je vous le disais tout à l'heure, la Ligue 1, ils savent très bien qu'ils pourront encore y jouer l'année prochaine ou ils iront à l'étranger. Et donc, je pense que c'est important de mettre, comme le dit Christophe Galtier, 13 joueurs sur la feuille de match, mais 13 joueurs qui ont envie, qui ont la hargne, qui souhaitent que le club se sauve pour l'année prochaine. Quoi. Ça, c'est important. C'est ce que nous dit Jean-Marie Dossi. Le sauvetage passera peut-être par les barrages et aussi par un groupe restreint, genre commando pour Galtier. Ça peut être ça? Bah, c'est ce qu'il a dit, clairement, hier. Hein. Ouais. C'est le sens de ses propos. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Et là, un message justement à propos des joueurs à écarter. Michael lui dit Balouli qui marche alors qu'il vient d'entrer, intolérable. Donc ça montre aussi que la marge de manœuvre, encore une fois, c'est bien d'écarter des joueurs, mais c'est pour mettre qui à la place? Parce qu'il y a des blessés, il y a un effectif qui n'est pas super riche, donc on revient. Et là, de toute façon, on revient à la source. Voilà, quand j'entends Joël tout à l'heure, je me délectais, j'entends Joël dire, en gros, Galtier. Peut-être qu'il pourrait écarter des joueurs, mais il doit demander à la direction parce que ces joueurs sont des actifs. Mais voilà, mais on est au centre du projet du LOSC qu'on nous a présenté depuis le début par Gérard Lopez. Bien sûr. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont encore le nom de joueur peut-être pour la LFP, mais pour tout le reste du club, ce sont des actifs. S'entendre dire quand même, quand on est supporter, moi je ne suis pas supporter, mais je connais quand même beaucoup de supporters, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui se disent « Ah non, lui, on ne peut pas l'écarter parce que c'est un actif ». Je veux dire, les supporters, ils s'en foutent que ce soit un actif. Ce qu'ils veulent, c'est un joueur qui se bat, un joueur qui a envie de
de sauver le club et se dire qu'on ne pourrait pas l'écarter parce que Gérard Lopez doit le vendre 10, 15 ou 20 millions d'euros s'il a de la chance et qu'il trouve un pigeon en Angleterre, excusez-moi, mais moi, je trouve que là, on s'est écarté complètement du football. Là, on est dans un autre monde. On est dans la problématique du LOSC. De toute façon, c'est pas que la faute des joueurs. C'est une globalité de décision, un processus de décision, avec un entraîneur qui a voulu faire une équipe dans une totale autarcie, qui a limité le recrutement et qui a refusé 3 joueurs fin août, qui a fracassé, on va dire, la constance de cette équipe par ses méthodes d'entraînement, par son management. Puis ensuite, après, que des décisions qui, avec une direction qui parfois est absente, sont parfois absurdes. Donc bien sûr, on est dans un processus global. C'est pas que les joueurs, ça serait trop simple. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment à la source du projet. On l'a dit théoriquement depuis le début de saison, on sentait venir. Ici, ouais. Et là, on est en train de le vivre concrètement, c'est-à-dire une sorte d'impasse où le football est quasiment anecdotique. Jean-Marc, avant de te quitter, parce que je sais que tu vas partir au stade Bollaert, réponds à Jimmy Locacomo qui dit: y a-t-il aussi des bons joueurs en réserve? Ça peut être une solution, si ça ou pas? Qu'est-ce qui peut se passer dans les 24 heures qui viennent là? Oui, apparemment, il y a des bons joueurs en réserve. On se rappelle déjà qu'il y a eu un fort recrutement aussi de Marcelo Bielsa, notamment du côté des jeunes du Paris Saint-Germain. Donc, théoriquement, ils ont le niveau. Reste à savoir qu'est-ce que ça donnera en passant brusquement quand même du championnat de réserve à la Ligue 1. C'est quand même pas évident. On a vu que le jeune Farage avait tout à fait le niveau. Voilà, mais bon, il y a Inyama qui est le seul joueur encore dans le LOSC qui a joué quelques matchs en réserve, mais je crois que physiquement, ça va être difficile. Donc voilà, il y a des talents potentiels, mais pas pour jouer une fin de saison comme ça en jeu. Il y avait un loft en début de saison qui aurait pu donner satisfaction, et on a payé 10 millions pour virer des joueurs, alors qui, pour certains, peut-être pas beaucoup, mais certains auraient pu aujourd'hui jouer le rôle de colonne vertébrale dans cette équipe, et puis avoir ce soupçon d'expérience qui manque également. Jean-Marc, je te laisse partir. Tu vas être à la bourse pour le journal. Rendez-vous à 19h tout à l'heure sur l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais pour un direct devant le stade Félix Bollaert. Rachid, reste avec nous. On va te faire réagir par rapport à un sondage que Manu a mis à une consultation sur notre page Facebook tout à l'heure. Il concerne le LOSC. Lille en Ligue 1. Croyez-vous encore au maintien de Lille en Ligue 1? Non, c'est mort à 76%. Oui, brûlons un cierge. Week-end de Pâques oblige, 24%. Rachid, t'en penses quoi, toi, de Lille? Est-ce que c'est mission impossible ou pas? Non, sincèrement, moi je pense qu'ils peuvent accrocher la place de barragiste. Je pense qu'ils peuvent jouer les barrages, Lille, pardon. Ils ont de bons joueurs, hein, sincèrement. Mendes, c'est pas mal quand même. Benzia, c'est pas mal quand même. Il n'y a pas que des peintres dans cette équipe-là. Après, c'est à Galtier de trouver la bonne formule. Moi, je suis un peu surpris qu'il découvre maintenant qu'il faut écarter des joueurs. Mais attends, ça fait combien de matchs qu'il est là? Je comprends pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec Galtier. Là, j'arrive pas à comprendre sa gestion de groupe. J'ai vraiment du mal, voilà. Mais je pense qu'ils vont se sauver. Ils vont jouer les barrages. Pareil, ils vont faire les barrages. Ça va se jouer à la fin, mais on va faire les barrages. Lille va faire les barrages. Pour autant, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Et si on voit rien jusqu'à la fin de saison, sincèrement, les barrages, on les fera pas. Après, c'est vrai que les stacks aussi, c'est quand même assez fébrile. Et je pense que les matchs contre Metz, Toulouse, c'est des matchs qu'on peut gagner. Par contre, on a quand même des matchs très compliqués contre Marseille et Saint-Etienne, notamment le dernier match à Saint-Etienne, où là, ça risque d'être très très chaud. Bertrand, on va mettre les images des occasions. Là, on voit le calendrier du LOSC. Effectivement, regardez ce calendrier, Bordeaux, Guingamp. Là, c'est les images, les occasions. Il y a eu quand même des choses sous le terrain, là, Joël, dimanche. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non, je crois. Hein. Oui, tu l'as dit. Et là, on le voit. Répéter, non, mais ouais, bien sûr qu'il y a eu des occasions. Il y a eu aussi un manque de réussite. Avec un peu de réussite, juste un peu plus, le LOSC était au moins avec un point de plus. Et ce n'était pas les mêmes conséquences, bien sûr. Et ça d'ailleurs, c'est Mendes, paradoxalement, qui, à mon avis, est un joueur qui ne fait pas assez d'efforts, qui n'a pas le bon esprit, mais paradoxalement, c'est un des joueurs les plus dangereux. Et il a eu une tête sur la barre, un tir que Gertner ne pouvait pas sortir, qui échoue sur le poteau, et surtout une action où, bon, je ne veux pas non plus accabler l'arbitre, parce que nous, on ne l'a pas vu en direct, mais effectivement, sur les images au ralenti, c'est facile quand on est assis sur notre chaise. Il y a un penalty pour Lille qui n'est pas sifflé. On a tous les symptômes d'un club qui descend là actuellement. Clairement, c'est manque de réussite, manque de cohésion dans un groupe, et après l'arbitrage qui est comme défaillant sur certaines rencontres depuis le début de saison, quoi. Et ça fait un moment que ça dure. Oui. Là, sur les 3-4 derniers matchs, on a fait à peu près le même constat. Alors, pas sur tous les matchs, mais des fois sur une mi-temps.
où le LOSC a montré des choses, a eu des occasions et manque quand même cruellement de réussite. Et effectivement, comme dit Florian, c'est aussi le symptôme des équipes qui se sont tirées vers le bas parce que la réussite, ça se provoque et que quand la spirale est négative, c'est toujours plus dur de marquer un but. On l'a vu avec le poteau là, en fin de match, effectivement. Alors beaucoup de messages à partager ce live et beaucoup de messages. On a un message de Jean Kess. Jeu de mots oblige. Quelle tristesse, nous étions si bons il y a quelques années. Que s'est-il passé, nous demande Jean. Depuis quelques années, comme on l'a largement évoqué, le club s'est affaibli sportivement, a augmenté son endettement. Et je ne parle même pas de l'ère Lopez, je parle de l'ère Michel Sédou qui a vendu à Gérard Lopez, ne l'oublions jamais. Et déjà, le club était endetté de manière importante parce qu'après le titre, le doublé 2011, il y a eu l'entrée dans le stade et il y a eu cette volonté d'augmenter les dépenses, la masse salariale pour avoir une équipe compétitive dans un grand stade et essayer d'accéder à la Ligue des Champions ou en tout cas à la Coupe d'Europe chaque année. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Je trouve que le club a pris des risques inconsidérés sur la durée et qu'à un moment, il fallait toujours faire la même chose, vendre ses meilleurs actifs, on parle d'actifs, ses meilleurs joueurs, parce qu'il fallait épancher le déficit structurel, qui est la différence entre ce que le club peut avoir comme ressources propres et ce qu'il dépense. Et donc, à un moment, ce cercle vicieux a fait que Michel Sédou a cherché un moment à vendre, entre guillemets, pour ne pas assumer l'ensemble des dettes qui commençaient à s'accumuler. Il a vendu à quelqu'un qui, lui, pour financer l'achat des joueurs, il a emprunté. Et donc, il a aggravé cet endettement qui, aujourd'hui, dépasse, pour moi, les 125 millions d'euros, ce qui est quand même considérable. C'est très important ce que dit Joël là, parce que ça rappelle que la descente du LOSC, elle ne date pas de Gérard Lopez. On aurait tendance à dire oh là là, en un an, c'est vrai qu'en un an, la dégringolade, la pente a quand même est plus forte. Mais ces dernières années, regardez les classements, regardez les changements d'entraîneur, regardez l'attitude des supporters vis-à-vis de Michel Sédou. On s'en souvient quand même. Il y a eu aussi des mouvements d'humeur. Il partait pas de rien. Donc tous ces éléments qui aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, sont sublimés, sont vraiment au plus haut. Il y avait déjà les germes largement, et même plus que des germes, sur les saisons précédentes, les 2-3 dernières saisons, on va dire les 2 dernières saisons. Et Michel Sédou a vendu le club à un moment où le club n'était pas au mieux à tous les niveaux. On l'a dit, sportivement, financièrement, et même dans ses relations avec les supporters. Donc, et à un moment, je n'exonère en rien Christophe Galtier, qui aujourd'hui présente un bilan qui est plus mauvais que celui de Marcelo Bielsa. C'est pas lui qui a choisi les joueurs, il n'a pas pu renforcer l'équipe. D'accord. Mais sur le plan mathématique, c'est plus mauvais que Bielsa. Mais à un moment, quand Girard, Renard, Antonetti, Passy a réussi. Mais Bielsa et Galtier ne réussissent pas, c'est que c'est pas que de la faute des entraîneurs. Vraiment, c'est qu'il y a un appauvrissement sportif à tous les niveaux et dans l'effectif professionnel qui explique cette descente au niveau du rang que LOSC occupait auparavant, qui était dans les 5 premiers grands clubs français. Je réponds à Eric Collier, il dit nos commentaires ne sont pas publiés. Je pars, reste avec nous Eric, restez avec nous. On ne peut pas tous les publier évidemment, mais on vous fait réagir. Tim Le Lensois nous dit, si c'est mental alors, qu'ils font comme à Lens, que le LOSC prenne un coach mental. Rachid, tu crois que ça peut être une solution, ça? Oui, Rachid, on a besoin d'un coach mental. Ouais, c'est du pipeau, ça. Le coach mental, c'est du pipeau. C'est de l'argent perdu. Gardez votre argent. Ils ont déjà plus d'argent à Lille. Alors n'allez pas prendre un coach mental, ça sert à rien. Bon, il y a une question que je voudrais poser à Joël. S'il y a une relégation administrative, ça peut aller jusqu'où, alors? Là, aujourd'hui, la DNCG a notifié 2 choses. Interdiction de recrutement pendant le mois de janvier. Et ce qui est pour moi la décision la plus difficile à accepter, parce que le club aurait pu se sauver en recrutant 3 joueurs, comme l'a fait Saint-Etienne. Et surtout, il a notifié qu'il y avait une rétrogradation à titre conservatoire. C'est-à-dire que si les objectifs, et on va dire, en gros, on ne remet pas le niveau à flot en termes d'endettement, en termes de déficit, eh bien, le club sera mathématiquement, qu'il soit maintenu sportivement en Ligue 1, il sera automatiquement en Ligue 2. Après, cette décision est susceptible d'appel avec la Commission supérieure d'appel. Justement, Joël, on a beaucoup de messages d'internautes concernant notre sondage. Il y a Mickaël Enfant qui dit le LOSC en Ligue 1 le 1er avril, c'était hier. Béatrice Patou nous dit je vais y croire jusqu'au bout. Et Bernard Capron nous dit c'est mort, je ne parle même pas de la situation financière, je crains un passage direct en CFA. Championnat de France amateur. C'est possible, ça? Non. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, si le club reste en Ligue 1, si la décision de la DNCG est confirmée au vu du
budget qui sera donné à la DNCG fin avril et qui sera examiné dans le courant du mois de mai, eh bien, le club sera en Ligue 2 par décision de la DNCG, qui est l'instance de contrôle et de gestion. Si le club est en Ligue 2, il sera en National. L'éventualité d'un CFA, c'est qu'il y aurait un problème budgétaire, c'est-à-dire une sorte de passage devant le tribunal de commerce avec un dépôt de bilan et par nature, par les textes, le club reviendrait au niveau de son équipe réserve. Ce qui est possible. Oui, mais c'est fort peu envisageable dans un premier temps parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, si Gérard Lopez trouve de l'argent ou pas. Donc tout ça, ce sont des hypothèses. On a vu des situations bien plus compliquées qui étaient celles de Lens par le passé ou même de Valenciennes, qui avait fait lui-même, à Valenciennes, appel de sa propre décision de se mettre en redressement judiciaire. Donc tous les scénarios sont possibles. Je rappelle que le LOSC, sur le territoire, c'est un club important avec des enjeux économiques et politiques. Donc on verra, n'allant pas plus vite que la musique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, ce que l'on sait, et ce qui a été notifié au club au mois de décembre, mais le club n'a jamais communiqué et a menti sur ce point précis, c'est qu'ils sont rétrogradés à titre conservatoire. Donc c'est attention, si vous ne remplissez pas vos objectifs, nous vous sanctionnerons d'une rétrogradation. Un dernier clin d'œil sur le classement de Ligue 1 avec ce classement du LOSC, donc 19e avec 28 points, à 1 point du 18e 3 et à 2 points du 17e Toulouse. On va écouter, Manu, je te fais réagir après, on va écouter Christophe Galtier et Yacine Benzia hier après-midi, juste après leur défaite contre Amiens. Pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il reste une petite chance. Vous êtes ici très peu à le croire. Très peu à le croire. Je ne suis pas convaincu que mes joueurs le croient. Mais si c'est que moi qui dois le croire, eh bien, je mourrai avec cette idée-là, de croire qu'il nous reste une petite chance. En passant peut-être par les barrages, eh bien, on devra passer par les barrages, mais qu'il nous reste encore une petite chance. J'ai pas envie de tirer sur qui que ce soit, mais c'est clair que faut prendre conscience des choses, c'est un grand ensemble. Maintenant, une descente en Ligue 2 ferait énormément de mal au club, à la ville, à tout le monde, aux salariés. Donc il faut en prendre conscience, il faut jouer comme si c'était sa famille qui était en jeu. Et je pense que si on part avec un état d'esprit comme ça, on verra autre chose sur le terrain. Rachid, je sais que tu n'es pas un fan de Christophe Galtier, mais il a raison là dans ce qu'il dit, non ? Ouais, c'est un numéro d'acteur encore, hein, excusez-moi, mais là, franchement, là, moi, je vais filer un César à Christophe Galtier. Non, bien sûr qu'il va y croire. Si lui, l'entraîneur, n'y croit pas, mais franchement, je vois pas, je sais pas sur quel levier il peut encore appuyer, quoi. Je veux dire, s'il devait écarter des joueurs, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Je comprends pas qu'il commence à se poser des questions, quoi. J'arrive pas. Ils sont dans une impasse. Hein. Alors déjà, en parlant de levier, il a perdu Amadou au moins jusqu'à Marseille, à minima jusqu'à Marseille. Donc les 2 prochains matchs, Amadou sera out. C'est les adducteurs et donc c'est sérieux. Et ensuite, il reviendra pour Marseille en fonction de sa rééducation, sa réathlétisation. Et c'est vraiment pas sûr du tout. Aujourd'hui, c'est une hypothèse. Donc ce sera même plus long. Donc il y a encore moins de solutions, puisque lui, il pouvait jouer aux 2 postes, défense centrale ou milieu défensif axial. Ça veut dire que les solutions, les leviers, déjà, ils étaient faibles. Maintenant, ils sont extrêmement restreints. Juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Joël juste avant les interviews. 2 choses. La première, c'est l'interview très intéressante que l'équipe a publiée du président de la DNCG, qui expliquait que la décision de la DNCG était notamment et surtout basée sur le fait que l'endettement du LOSC était trop important et que le club, en clair, pour parler en langage un peu financier, manquait de fonds propres. C'est pas nouveau non plus. Ça datait aussi de Michel Sédou. Ça, c'est un peu évidemment. Capital social aussi, voilà. À refaire. Ça, c'est recapitaliser le club ça aussi. Ça s'est aggravé. Il n'a pas été fait par Michel Sédou. Voilà. Et donc, la situation s'est aggravée. Et donc, là où c'est inquiétant, c'est qu'il ne faut pas imaginer que du coup, la DNCG se contenterait d'un nouvel emprunt pour financer l'autre emprunt en disant « Ah bah c'est bon, vous avez trouvé un nouvel emprunt pour couvrir l'emprunt que vous devez déjà rembourser, c'est-à-dire une sorte de suremprunt ». C'est pas sûr que ça passe. La deuxième chose, juste pour l'anecdote, c'est qu'effectivement, redescendre au niveau amateur, actuellement, l'équipe amateur, comme quoi quand tout va mal, ça touche toutes les strates du club. Le club amateur est 13e du classement, enfin la réserve en fait du LOSC est 13e du classement, bon, à 2 matchs de retard, mais quand même, elle n'est pas au mieux et elle pourrait même, pourquoi pas, descendre elle aussi. Un élément à porter et à rappeler à connaissance de vos téléspectateurs, c'est que la DNCG avait demandé à ce que le propriétaire dépose 25 millions sur un compte courant bloqué. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de demander 25 millions, c'est pour que la trésorerie soit assurée jusqu'à la fin de saison.
Tout chef d'entreprise, sachant qu'à un moment, on peut sauver l'entreprise en investissant pour acheter 3 joueurs, comme l'a fait Saint-Etienne, l'aurait fait. Si Gérard Lopez avait pu le faire, il l'aurait fait. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Donc il n'avait pas l'argent. Donc maintenant, il sera jugé sur l'argent qu'il pourra ou pas apporter d'ici le mois de mai, juin, juillet. Et pour l'instant, je sais qu'il cherche à obtenir ce soutien, mais qu'il ne l'a pas. Donc voilà, il a assuré en interne qu'il amènerait cet argent. Nous jugerons sur pièce. Rachid Touazi, il nous reste 1 minute de jeu. Avant de te quitter, Rachid, Amiens, la prochaine fois, reçoit Caen. Ça va être une fin de championnat de fou pour les 2 équipes, là, Lille et Amiens. Ouais, je pense que qu'Amiens va, pour moi, Amiens va jouer son maintien à domicile. Et à domicile, contrairement à Strasbourg qui a un public énorme, fabuleux, il faut que le public d'Amiens monte un peu le curseur, il soit un peu plus derrière son équipe, un peu plus bruyante, qui concentre un peu plus de ferveur, quoi. Ça passera par là aussi. Manu, Baptiste Cusset nous dit les joueurs n'ont plus la motivation car l'objectif, ce n'était pas le maintien. À quoi on va s'attendre dans les prochaines journées là? À beaucoup de stress, je pense, pour les supporters. Voilà, mais en même temps, 3 et 1 point devant. Donc je pense que moi, je suis comme Joël. Je pense que sur le plan sportif, ça peut éventuellement passer. Juste sur le plan, encore une dernière petite info sur le plan des coulisses qui montre quand même qu'il se passe vraiment des choses en coulisses et qu'on ne sait pas tout. Et voilà, il existe aujourd'hui des gens, y compris à l'intérieur du club, qui travaillent vraiment à un plan B. Parce qu'aujourd'hui, l'hypothèse que Gérard Lopez, c'est sûr, il va rester quoi qu'il se passe, comme il l'a dit lors de sa dernière interview, même si on descend en Ligue 2, je serai là et tout ça. Il y a des gens autour du LOSC qui maintenant le croient de moins en moins et qui donc se préparent à essayer de monter une sorte de plan de sauvetage éventuel. Je ne sais pas. Il faudra avoir des reins solides. Hein. Voilà, ça va être très très compliqué parce qu'on n'est pas sur des hypothèses comme Valenciennes où Valenciennes a été sauvée, mais c'était quelques millions. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Donc moi, ce plan B, je n'en sais pas plus. Je sais simplement qu'il y a des gens qui y travaillent. Ça existe. Des gens qui sont de la région, qui ont envie que l'institution demeure, même si Gérard Lopez venait à être défaillant. Temps additionnel, messieurs. Merci Rachid. On te retrouve dans le Courrier Picard, bien évidemment. Bonsoir. Merci à toi et quand tu veux sur le 45 minutes. C'est toujours un plaisir. Merci. Pas de souci. Bonne soirée à tous. On va se quitter, messieurs. Florian, le mot de la fin à Planète Lille par rapport à cette situation du LOSC. Il faudra se battre jusqu'au bout. Comme on l'a dit dans le cadre de cette émission, sportivement c'est encore possible. Pour autant, il va falloir montrer quand même quelque chose de différent sur le terrain parce que sur cette même lignée, le LOSC n'y arrivera pas. Bon, Joël, on va te le laisser partir aussi au Stade Bollaert. Un petit mot sur Lens là quand même. Ça va pas mieux Lens. Je dirais que c'est même pire sur le plan sportif. Sur le plan économique, il n'y aura pas de souci. L'actionnaire tient ses engagements, il les tiendra. Sur le plan sportif, c'est assez pathétique puisque les 5 derniers matchs, ils n'ont fait qu'un seul point et en égalisant dans le temps additionnel. Donc Châteauroux et Nancy diront si ils sont en mesure de faire une fin de saison sans angoisse ou alors il faut vraiment aussi s'inquiéter pour Lens. Donc c'est ce soir à lire dans l'équipe et dans nos journaux régionaux dès demain à midi et en direct ce soir à 19h avec Jean-Marie Devray. Merci Manu, merci Florian, merci Joël, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le terrain du 45 minutes. Ciao.